Dans le monde du développement personnel, de l'ésotérisme et de la spiritualité, il existe une flopée de pratiques censées nous incliner vers une forme de bien-être, de paix intérieure, de sérénité, dans notre monde hyperactif et surstimulé. Ceci afin de gérer au mieux le stress et l'anxiété quotidienne, plus ou moins marqués selon les personnes. Quand on prend les stats sur le burn-out, la dépression, le mal-être des gens de nos jours, on comprend pourquoi ces pratiques ont toute leur place. Toutefois, certaines pratiques sont, selon moi, assez déconnectées de la réalité, puisqu'elles peuvent avoir tendance à nous faire fuir le monde ou nos problèmes. Par exemple, la consommation excessive d'astrologie de tarot à outrance sur YouTube ou sur Internet, la prise de médicaments de compléments alimentaires qui vont régler nos soucis au détriment d'une vraie thérapie, d'une vraie pratique personnelle, ou encore, éventuellement, la croyance que les thérapies holistiques seules pourront nous aider à guérir, entre autres. Malgré tout, je vais vous proposer aujourd'hui un outil qui peut facilement s'intégrer en complément d'une thérapie que vous pouvez suivre, afin de tendre vers une vie plus alignée avec ce qui vous anime réellement. Cet outil, c'est les accords Toltec. Ces accords constituent un principe de vie, grâce à des concepts spirituels, intuitifs et psychologiques, afin de se guérir intérieurement et être plus authentique. Les premières traces des Toltecs remontent au Xe, XIIe siècle de notre ère. À l'origine, ce peuple transmettait ces accords uniquement à leurs descendants, afin de protéger celui-ci ou éviter que certaines personnes ne s'en servent de manière peu scrupuleuse. Dans un monde à majorité religieuse à cette époque, tu m'étonnes qu'ils ont voulu la protéger, cette connaissance. Mais malgré tout, ça a été réinterprété pour l'époque moderne, pour notre époque, par Don Miguel Ruiz dans les années 97, aux années 2000 quoi. Avant d'aller plus loin, il faut que je vous parle d'un concept que Miguel Ruiz met en avant dans son livre, qui est le rêve de la planète. Cela consiste à dire que toutes les formes de cadre que l'humain a construit est délimité par des dualités et différents en fonction des contextes. Bon, mauvais, juste, faux, beau, laid, et tout ça a créé des conditionnements que nous avons tous et toutes dès notre petite enfance. Et faut bien comprendre que c'est un processus duquel on ne peut échapper, puisque nous avons été, selon ses dires, domestiqués. Comme il le décrit très bien, le rêve de la planète nous enseigne comment être des humains. Il existe à ce jour 5 accords Toltec, 4 qui ont été mis en avant par Don Miguel Ruiz lui-même en 97 lorsqu'il a sorti son livre, et un dernier plus récent qu'il a conceptualisé avec l'aide de son fils, qui s'inscrit d'autant plus dans notre époque actuelle. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les accords un par un, ce qu'ils peuvent nous apporter, comment ils peuvent être mis en œuvre, quelques exemples sur certains d'entre eux, et essayer de vous faire comprendre pourquoi ceux-ci peuvent être vraiment pertinents pour tendre vers un véritable mieux-être. Bien, sur ce, commençons par le premier accord Toltec qui s'intitule « Que votre parole soit impeccable ». Je vais tout d'abord partir sur l'explication du terme « impeccable ». Impeccable veut tout simplement dire « sans péché ». Les péchés qui font souvent référence à la Bible peuvent être repris ici à titre d'exemple, mais on pourrait tout simplement le résumer de manière pragmatique au fait de dire les choses sans mensonge, d'avoir une parole sans mensonge. Être impeccable, c'est ne rien faire contre soi-même, c'est assumer la responsabilité de ses actions, de nos actions, sans jugement et sans mensonge. La parole en tant que telle peut être utilisée selon deux versants, soit un versant dit positif, soit un versant dit négatif. Puisqu'elle n'est ni mal ni bien en soi, elle est ainsi tout simplement en fonction de nos représentations, de nos croyances, de ce que nous avons vécu, de ce que nous sommes intrinsèquement au fond de nous, entre autres. Pour donner deux exemples très différents mais qui se complètent très bien, on peut utiliser deux personnages historiques tels que Gandhi ou Hitler, qui ont tous les deux utilisé leur parole, mais dans des perspectives bien différentes. Gandhi a utilisé sa parole pour faire le bien, pour reprendre les termes de Miguel Ruiz, il a sollicité de la magie pure, magie blanche. Hitler, quant à lui, a surtout sollicité la méchanceté, la terreur, la peur, la souffrance, que l'on pourrait qualifier, selon les termes de Miguel Ruiz, de magie noire. Pour prendre l'exemple de Gandhi, il a cherché à aider son peuple par sa parole en se révoltant contre le Royaume-Uni à cette époque, qui avait colonisé l'Inde, et également par les actions pacifiques la plupart du temps qu'il a mises en place, il a permis de faire en sorte d'élever son peuple à une octave supérieure. A contrario, Hitler, lui, pendant la Seconde Guerre mondiale et même avant, a semé le chaos, la destruction, la haine, la peur, le mensonge, en cherchant un ennemi, entre guillemets, qui serait responsable des conséquences du mal-être de son pays, un bouc émissaire quoi, et qui a donc cherché à l'exterminer afin d'asseoir une certaine domination sur le monde. Pour reprendre une phrase de Miguel Ruiz dans son livre, il dit « La peur et la souffrance sont des composantes importantes du rêve de la planète. Ce sont les instruments qui maintiennent chacun tout en bas. » Donc rien qu'avec ces deux exemples simples, on peut parfaitement comprendre que la parole est neutre et qu'en fonction de ce qui nous constitue, on peut utiliser d'une manière ou d'une autre. Un exemple concret de parole négative qui est largement répandu dans notre société actuelle, notamment en France, c'est la médisance.
le fait de parler sur le dos des gens, le fait de critiquer tout et n'importe quoi tout le temps, le fait de se plaindre éventuellement aussi. Tous ces faits peuvent être considérés comme étant une parole négative, donc pas impeccable en l'occurrence. Une parole négative, dite négative, utilisée contre quelqu'un d'autre, est souvent due à des problèmes que traverse la personne à l'origine de la parole. Si la personne se sent mal dans sa vie, mal dans sa peau, a vécu des choses difficiles par exemple dans sa jeunesse, il est probable, s'il n'y a pas de conscientisation de cela, qu'elle utilise une parole négative parce que c'est probablement ce qu'elle a connu le plus et que c'est, entre guillemets, sa zone de confort. Ça demande un travail conscient très fort quand on est habitué à du négatif pour passer à une parole positive. A contrario, pour qu'une parole puisse être plus positive en tout cas, il est nécessaire de choisir ses mots avec précision et justesse, dans le but de ne pas nuire à autrui, en accord avec ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Puisque la parole, pour médire, a tendance à se retourner contre soi. Pourquoi ? Parce que le mal revient toujours à celui qui le fait, c'est le principe d'action-réaction qui est un principe universel. Nous récoltons ce que nous semons d'une manière ou d'une autre à un moment donné. Mais attention à ne pas confondre cette parole dite positive au fait de ne rien dire, de laisser aller, de mettre les choses sous le tapis ou quoi que ce soit. Il est nécessaire de ne pas non plus être dans une logique d'être gentil, parce que souvent c'est à cause du fait que l'on n'arrive pas à dire ce que l'on ressent, ce que l'on pense, ce que l'on a sur le cœur, que l'on est dans l'irrespect de soi et que l'on n'est donc pas impeccable. Il est donc nécessaire de trouver le juste équilibre entre le fait de dire ce que l'on pense, ce que l'on a sur le cœur, sans y mettre d'émotion outre mesure qui pourrait dénaturer le discours initial. Faire preuve donc de détachement émotionnel, sans non plus être un robot froid, distant, quoi que ce soit. Pour résumer de manière très courte, une parole impeccable, c'est une parole qui n'a pas pour volonté de nuire à autrui ou à soi-même. Alors, pourquoi donc mobiliser cet accord ? Puisque ça nous permet d'être plus authentiques, dans le fait de dire ce que l'on pense et ce que l'on ressent, ça permet d'avoir des relations qui sont plus harmonieuses, puisque plus alignées avec ce que nous sommes, ça évite les suppositions qui est l'accord Toltec numéro 3 sur lequel je reviendrai après, mais ça signifie qu'il faut arrêter le plus possible ou réduire drastiquement les médisances, et possiblement certaines relations qui étaient basées en grande partie sur justement la médisance. Dès que l'on commence à prendre conscience de sa parole, de ses faits, de ses actes, les relations changent de manière logique. Passons maintenant à l'accord Toltec numéro 2. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Nous ne sommes pas les paroles que les gens prononcent à notre égard. Lorsque nous réagissons vis-à-vis de la parole de quelqu'un, et souvent des réactions excessives, et j'ai bien dit réagir et non pas répondre, ça se réfère souvent à une réaction de l'ego, parce que nous sommes touchés directement dans notre amour-propre éventuellement. Donc nous réagissons au lieu de répondre. Pour comprendre ça, il faut juste se mettre en tête que les gens projettent sur autrui leurs croyances, leurs accords personnels, qu'ils ont travaillés, qu'ils ont renforcés tout au long de leur vie, et qui prend racine toujours dans l'enfance en général. Cela n'a donc rien à voir avec nous. Si quelqu'un vous critique, vous rabaisse, vous dévalorise, pas nécessaire d'y mettre de l'émotion outre mesure, parce que là vous y mettrez de la réaction, en général. Faut bien comprendre que la personne qui vous critique, dévalorise, rabaisse, ne fait que projeter ses peurs sur vous. Parce qu'il faut bien savoir que quelqu'un qui est parfaitement authentique et aligné avec ce qu'il est réellement au fond de lui, n'a que faire de rabaisser les autres ou de se décharger émotionnellement sur quelqu'un. Ce qui se cache souvent derrière la critique, l'insulte, donc les attaques ad hominem, il y a souvent des insécurités, de la jalousie, de la peur, une perte de contrôle, le fait de se faire dicter par ses émotions, une volonté de vouloir dominer ou d'avoir raison, donc on en revient un peu à cette histoire d'ego. Il se peut également, souvent même, que ce soit à cause de ce que la personne ne veut pas accepter d'elle et qu'elle remarque chez nous. C'est le concept d'ombre de Jung, notamment. En sachant ça, il est intéressant d'avoir une posture d'observateur vis-à-vis de ses réactions, de ses pensées, au moment où quelqu'un nous dit quelque chose. Et donc de se questionner quand quelque chose nous fait réagir. Se dire, pourquoi ça me fait réagir ça ? Pourquoi ce que vient de me dire cette personne, ça me fait réagir ? Pourquoi prends-je cette chose personnellement ? Et c'est comme ça que vous enlevez au fur et à mesure des croyances que vous avez et qui sont bien ancrées. C'est le début du processus de guérison, en somme. Il y a une phrase issue du livre de Miguel Ruiz qui résume tout. Nous ne sommes pas responsables des actions d'autrui. S'il n'y a pas eu de médisance, d'attaque ad hominem, si on estime que nous avons été justes dans notre parole, aucune raison de prendre ça personnellement. Pour savoir si notre parole est juste ou non, il y a un moyen très simple, assez simple de le savoir. Si quelqu'un ressent quelque chose par rapport à une parole que nous avons pu avoir, à partir du moment où on n'a pas eu l'intention de nuire, de dévaloriser, de détruire la personne, là nous avons une parole juste et donc ce n'est pas notre problème. C'est à cette personne de faire face à ses ressentis. Après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il faut rester réaliste. Si l'on fait quelque chose qui n'est pas acceptable, insulter, tromper, tricher, mentir, voler ou tout autre qualificatif identique,
Il faut pas partir sur un déchargement total de responsabilité en se disant « ce n'est pas un problème si les autres réagissent ainsi, c'est leur faute, tant pis pour eux quoi ». Trouver le juste équilibre. Et un moyen très simple de savoir, c'est que si on sent que moralement ou intérieurement ça ne va pas, c'est peut-être qu'on a fait quelque chose qui n'était pas adéquat. En faisant la synthèse de tout ça, on se rend bien compte que ce n'est pas à cause de ce que nous sommes, mais plutôt de ce que nous renvoyons aux personnes que les gens réagissent. Si quelqu'un réagit ou me critique parce que je suis ce que je suis, ça ne me concerne pas. Alors, pourquoi mobiliser cet accord? Pourquoi ne pas prendre les choses personnellement, encore une fois, dans un souci d'équilibre, trouver sa juste part de responsabilité? Mais ça nous permet d'avoir une plus grande tranquillité d'esprit par le détachement émotionnel, ça permet d'attirer les personnes les plus en phase avec nous-mêmes, et ça permet également de poser ses limites sans culpabiliser. Passons au troisième accord qui s'intitule « Ne faites pas de suppositions ». Il vaut toujours mieux poser des questions que de faire des suppositions, parce que celles-ci nous programment à souffrir. Ça, c'est une autre phrase du livre de Miguel Ruiz, qui résume très bien cet accord. Faut bien comprendre que notre esprit a besoin de réponses pour se rassurer. Enfin, notre esprit, je dirais même notre mental. S'il n'en a pas, il va en chercher une en faisant des suppositions, parce qu'il a vraiment besoin de cette réponse. Et souvent, nous faisons des suppositions parce que nous ne posons pas de questions de peur d'avoir l'air bête et de se sentir vulnérable, d'un côté. D'un autre côté, nous imaginons que les autres savent exactement ce que nous voulons, qu'ils pensent comme nous, qu'ils voient les choses de la même manière que nous, par exemple. C'est souvent à cause des suppositions, des rumeurs, des déformations, des désinformations aussi, que les choses tournent mal. Souvent, il y a des quiproquos, il y a des mésententes, des incompréhensions les uns envers les autres, parce que nous n'osons pas toujours demander des précisions, comme si certaines situations devaient être des allant de soi. Et ceci peut s'expliquer notamment par les conditionnements à l'école parfois, dans l'enfance, où on considère également que certaines questions posées sont rejetées ou ridiculisées. Faut bien comprendre que l'esprit humain s'amuse sans arrêt à construire des croyances à propos de tout, parce qu'il a besoin de réponses, comme je l'ai dit. Même sans avoir besoin de réponses, il s'amuse à créer des scénarios mentaux parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Il s'arrête jamais de fonctionner. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que certaines suppositions vont créer des croyances qui peuvent se renforcer par des répétitions, surtout celles inhérentes à l'enfance, et qui sont basées sur des mensonges. Comme une grande majorité de croyances finalement. Bon, c'est bien beau tout ça, mais finalement on n'a pas vu ce qu'était la vérité jusqu'à maintenant. Alors, c'est quoi la vérité? C'est quelque chose qui ne se décrit pas, c'est quelque chose qui y est, tout simplement. Si je vous montre ça, j'ai rien besoin de dire. Vous savez ce que c'est. Vous pouvez toucher, ressentir, faire parler votre imagination pour utiliser d'une quelconque manière, mais chaque parole que nous émettons sur quelque chose ne représente pas la réalité réelle. La vérité quoi. Cela représente une réalité virtuelle que nous construisons dans notre mental et avec l'aide des mots que nous employons. Si je reprends mon exemple et que je dis « ceci est une chaise, elle est de telle couleur, je la trouve jolie, elle est maudite, elle est très vieille, elle est très jeune », ou peu importe, ce n'est plus la vérité, puisque j'essaye du mieux que je peux d'exprimer la vérité alors que la vérité n'a pas besoin d'être expliquée. J'aurais beau utiliser tous les qualificatifs du monde, ça ne changerait rien à ce que c'est. Pour revenir au sujet de base, si nous investissons notre foi dans des croyances, il est également nécessaire de se dire que cela représente seulement notre vérité, une partie de la vérité. Et que pour éviter tout malentendu, par des suppositions que nous faisons avec autrui, il est essentiel de poser des questions. Ceci permet de savoir comment les autres personnes perçoivent une vérité quelconque. Et au final, ça évite les brouilles inutiles. Comme je l'avais déjà expliqué dans une de mes vidéos, la vérité est un miroir brisé, chaque personne en possède un petit morceau, et c'est en essayant de recoller les morceaux les uns avec les autres qu'on peut reconstituer, plus ou moins fidèlement, la vérité, entre guillemets. Cet accord pourrait être résumé en un mythe très simple qui est le mythe de la tour de Babel. Pour résumer sommairement, la tour de Babel, c'est une tour construite par les hommes dans la plaine de Shinar, qui avait pour objectif de pénétrer les cieux pour se faire un nom et de ne pas être dispersés sur toute la terre. À ce moment, tous les humains se comprenaient en parlant exactement la même langue. En un sens, on peut dire que cette tour pouvait avoir pour objectif de se faire semblable à Dieu, dans un souci de conformité ou de révolte, c'est selon. Dieu n'acceptant pas cela, il décida de lancer une malédiction en faisant en sorte que les humains ne se comprennent plus entre eux, qu'ils parlent donc tous une langue différente. De ce fait, la tour fut abandonnée et les humains finirent par se disperser. Et ce mythe peut parfaitement se retrouver dans cet accord, puisque les gens ne se comprennent plus malgré le fait qu'ils parlent la même langue, en faisant des suppositions, en n'osant pas poser des questions, ce qui provoque des quiproquos, des bruits inutiles, et qui peuvent même parfois mener à des guerres. Rien que le respect de cet accord, si tout le monde venait à le respecter, je pense sincèrement que le nombre de conflits réduirait drastiquement. On passe maintenant au quatrième accord qui est « Faites toujours de votre mieux ». Quelle que soit la situation,
faire de son mieux, pas plus, pas moins. Voilà comment on pourrait résumer cet accord. Parce que si l'on essaie de faire plus que son mieux, on a une dépense inutile d'énergie et on a une réaction contre soi. C'est par exemple quand on accepte de faire trop de choses pour faire plaisir à autrui en général. Et si l'on décide de faire moins que son mieux, il peut y avoir un sentiment de frustration, de jugement personnel, de culpabilité et de regret. Par exemple, si on sait qu'objectivement, sur un travail, on pourrait être beaucoup plus performant, mais que, je ne sais pas, ce jour-là on est malade, ou on est dans un travail qui ne nous plaît pas tant que ça, et donc on est frustré parce qu'on n'arrive pas à déployer notre plein potentiel, alors à ce moment-là, nous faisons moins que notre mieux. Mais dans le même temps, il faut bien savoir que notre mieux varie en permanence, selon notre état de forme, comme je viens de l'expliquer. Alors, comment trouver son mieux ? Eh bien, en testant ses limites, en étant à l'écoute des signaux de son corps, et en étant attentif au dialogue interne que nous avons. À force de tester et d'expérimenter, on trouve son mieux. En écoutant les signaux de son corps, on sait qu'aujourd'hui, on fera pas aussi bien que la dernière fois, et c'est pas grave. Et si l'on voit que notre dialogue interne a tendance à être dans l'autocritique, dans le jugement, parce qu'on sait qu'on est capable de plus, alors on peut rehausser un petit peu et se dire « Ok, là je peux faire mieux que ça ». Pour faire simple, son mieux c'est avoir du plaisir dans les choses que l'on fait, sans attendre de récompense particulière, sans être donc surfocalisé sur celle-ci en tout cas. Dernier exemple pour savoir si l'on a fait de son mieux, c'est de se dire intérieurement ou extérieurement « j'ai fait de mon mieux » et d'observer la réaction du corps à ce moment-là. Si les réactions sont plutôt négatives, c'est qu'on n'a peut-être pas fait de notre mieux à ce moment-là. Si au contraire on a un sentiment de sérénité, de bien-être, de détente, alors on peut dire que nous avons fait notre mieux à ce moment-là. Alors pourquoi mobiliser cet accord ? Eh bien ça nous permet de savoir si l'on est dans la justesse ou non, par rapport à ce que nous sommes, par rapport à ce que nous faisons, par rapport aux impacts que peut on avoir sur nous-mêmes ou sur le monde. Et en faisant de notre mieux, on a beaucoup plus de chances d'évoluer positivement vers la meilleure version de nous-mêmes. On passe au dernier accord. Soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Être sceptique, c'est ne pas croire tout ce que vous entendez, et vous n'y croyez pas parce que ce n'est pas la vérité, un point c'est tout. Vous savez que les humains déforment la vérité, puisque nous rêvons tous, et que notre rêve n'est qu'un reflet de celle-ci. Voilà ce que dit Ruiz à propos du terme sceptique. Le fait d'être sceptique, c'est de douter. Douter de ce que l'on voit, douter de ce que l'on entend, douter de ce que l'on ressent. Mais dans le même temps, il est nécessaire d'apprendre à écouter. C'est donc ne pas rejeter complètement ce que nous voyons, entendons, ressentons. Quand on regarde un peu au niveau de la société aujourd'hui, les gens n'apprennent plus à écouter. Ils préfèrent parler. Si on le voit sur le réseau, les gens préfèrent surtout se mettre en avant pour avoir des likes, pour avoir de la reconnaissance, de l'attention, mais ont vraiment énormément de mal à écouter les gens, à comprendre les gens, à savoir ce qu'ils ressentent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils détestent. Pour prendre une autre citation de Ruiz sur l'écoute, il dit « Quand vous apprenez à écouter, vous témoignez votre respect aux autres artistes, vous respectez leur art et leur création. » Il met bien en avant cette notion de respect d'autrui. Pour respecter autrui, il faut apprendre à l'écouter. Quand on voit aujourd'hui que la société est hyper polarisée dans un sens ou dans un autre, que les gens ne s'écoutent plus, que les gens se parlent mal, font des attaques ad hominem, font énormément de suppositions, eh bien à partir de ce moment-là, les gens restent campés dans leur accord, dans leurs croyances, sans accepter que ça puisse être remis en question et sans accepter qu'ils n'ont peut-être pas la pure vérité. Et donc tout cela amène à des conflits. D'où l'importance extrême de nos jours d'apprendre à écouter. Écoutez ce que dit l'autre. Si l'on ne comprend pas, posez des questions. En posant des questions, on évite les suppositions. Nous faisons notre mieux, et donc nous ne prenons pas les choses personnellement, et donc nous avons une parole impeccable. Mais, plus facile à dire qu'à faire, notamment une autre citation de Ruiz qui dit « Les humains redoutent la vérité parce que nous avons appris plein de mensonges. » Lorsque les gens écoutent, voient, sentent la vérité, ils doutent, parce qu'ils ont été habitués à plein de mensonges. En acceptant que tout, absolument tout, puisse être remis en question, nous pouvons plus facilement remettre en question nos croyances, nous détacher de certains mensonges, prendre en compte ce qui est important pour nous sans que ça nuise à autrui, bien sûr, évoluer vers la meilleure version de nous-mêmes et ainsi devenir plus authentiques. Alors, pourquoi mobiliser cet accord numéro 5, notamment dans notre contexte actuel ? Eh bien pour réduire drastiquement l'ensemble des conflits que nous avons de nos jours. L'ensemble des polarisations que nous avons. Ça nous permet également de ne pas trop nous attacher aux croyances que nous avons, puisqu'il se peut que nous ayons des croyances erronées, incomplètes, que celles-ci ne reposent sur rien de concret aussi. Et c'est petit à petit en écoutant, tout en étant sceptique, que l'on réussira à trouver ce qui est juste pour nous, et ce qui nous permettra de faire de notre mieux au quotidien. Après, évidemment, vu la manière dont je les présente, on pourrait croire que c'est ultra facile. Eh bien croyez-moi, c'est pas le cas du tout.
En fait, si vous voulez, il n'y a pas un moment donné où vous vous dites « ça y est, je maîtrise à fond les accords Toltec ». Il n'y a pas de résultat à un moment donné, c'est un processus que vous avez travaillé tout au long de votre vie. Et donc c'est normal si à certains moments, on chute, on n'y arrive pas, on se casse la gueule. Mais le plus important, c'est de se relever, de continuer à avancer et de faire de son mieux. Renforcer l'antifragilité en adoptant une posture de guerrier et en se focalisant sur 3 objectifs précis. D'abord, affronter ses peurs une à une. Pas utile de tout prendre en même temps, juste un problème à la fois. Apprendre à gérer ses émotions, à faire preuve d'introspection et de prise de recul pour éviter de nourrir inutilement certaines croyances qui nous bloquent et qui engendrent en nous des émotions qui ne sont pas forcément gérables ou positives. Et enfin, accepter des petites morts, des morts symboliques tout au long de notre vie, accepter que nous changeons, accepter que notre situation actuelle est impermanente et qu'elle peut changer du jour au lendemain. C'est par tous ces principes que l'on peut réussir, que vous pouvez réussir, à vivre une vie libre, authentique et épanouissante. Mais bon, comme d'habitude, souvenez-vous bien de ce message, ne me croyez pas, ne croyez personne, et surtout, ne vous croyez pas vous-même. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à la partager. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous, à bientôt.